Bonsoir. Est-ce que on me voit bien? Oui, je n'ai plus de sourcils. Ah ça? Je n'ai plus de sourcils, c'est parce que je m'étais rasé les sourcils pour faire un make-up. Jésus-Christ. Je devais en parler parce que là, c'est... Non, je comprends pas. Mais j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je sais que ça fait longtemps. J'ai dit oui, rendez-vous demain et tout pour une nouvelle vidéo. Mais c'est pas de ma faute, je suis malade. En fait, je parle par la bouche, mais je respire aussi par la bouche. Du coup, c'est très vite difficile de faire les deux en même temps. Mais bon, on va y arriver, ok? J'ai pas trop mal à la tête, donc ça va, je peux parler. Mais juste, il faut que je fasse des pauses pour pouvoir me calmer un peu. Pause. Est-ce que quelqu'un a dit mal à la tête? C'est parti. Je suis le genre de mec du style beau gosse qui kiffe les belles meufs. Les gars de mon quartier, en vérité, je les toutes alignées. Ça, c'est quoi ça? Y'a pas une qui coupe mon cœur, y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack Bauer, je toujours m'assis dans le visage. Regarde celle-là. Comme on lui dit, y'a caillou qui casse caillou. Un jour dans mes balades, je croise un truc de malade. Mes yeux sont flammes, mon corps s'agite, là je suis envolée. Maladette, 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 maladette. Ciao. Merci. Je suis choquée. Oh, le petit filet. Jésus-Christ. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve ce soir pour une vidéo que j'ai décidé de nommer Noir, Africain et Efféminé. D'accord? Vous allez comprendre en regardant la vidéo parce qu'en fait, j'aimerais bien donner des petites explications. En gros, c'est un condensé de plusieurs anecdotes pour comprendre un peu comment est-ce que j'ai vécu le fait d'être noir, africain et efféminé. Et aussi, petite anecdote sur pourquoi mes rapports avec ma famille sont... Chacun s'occupe de sa vie. En vrai, on s'entend bien, mais chacun s'occupe de sa vie. Parce que en grandissant, j'ai mis des distances pour justement avoir la paix. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. J'espère que si vous êtes en train de manger, bon appétit à vous. Si vous êtes en train de vous laver, bonne douche. Si vous êtes dans le transport, bon trajet. En tout cas, bon... point, ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Donc voilà. En fait, vu que je suis un peu malade, ma mémoire est un peu fucked up. Du coup, je vais essayer de... Comment on allume la lumière ici? Je vais allumer la lumière d'en haut là parce que j'ai l'impression que c'est sombre. Attendez. Je sais pas si c'est plus clair, mais bon. Anyway. C'est parti. Donc, pour la petite histoire, je suis né en Côte d'Ivoire pendant un petit coup d'état, d'accord? Donc, ça annonçait un peu la couleur de la vie que j'allais avoir, mais bon... Bref, à ma naissance, apparemment, ça c'est ce qu'on m'a dit, hein, apparemment, mes parents s'attendaient à avoir une fille et ça se trouve que le jour de l'accouchement, non pas le jour de l'accouchement, mais genre quelques mois avant l'accouchement et tout, ils se sont rendus compte que c'était pas une fille, mais c'était plutôt un garçon qui allait naître, d'où ma naissance. Mais bon, les vêtements de filles étaient déjà achetés. Moi, j'ai porté ça pendant mes petits mois de naissance et tout. Et enfin, ça, c'est ce qu'on m'a raconté, d'accord? Donc, j'ai porté des vêtements de filles jusqu'à ce que, on m'achète des vêtements de garçon et puis que je me mette dedans. Je ne sais pas si ça contribuait au fait que je sois efféminé, mais... c'est une partie de l'histoire. Donc, de toute mon enfance, je me rappelle que j'ai toujours été efféminé, toujours été androgyne, parce que je ressemble beaucoup à ma mère. Genre vraiment, on met mon père à côté, on me met, on pense même pas que c'est mon père, quoi. Genre, on se ressemble vraiment pas. Donc, le fait que je sois efféminé, androgyne, ça dérangeait beaucoup de personnes. Et je me rappelle aussi que quand j'étais petit, moi j'aimais l'artiste, vous savez, elle s'appelle comment, je crois Betika. Il y avait une chanson d'elle qui était très populaire en Côte d'Ivoire et j'aimais trop écouter cette chanson, j'aimais la danser. Mais en fait, elle avait une manière de danser dans ses clips que je reprenais. Et quand je reprenais ça, mes cousins étaient là en mode ah mais lui il se comporte comme une fille, machin. En fait, c'était tout le temps des moqueries. T'es gay ou t'es hétéro? Ouais, je suis homo. Ah oui, ça me disait aussi. Qu'on pourrait penser qui était anodine, qui était genre enfantine, qui était innocente. Mais comme j'ai dit, c'est des trucs qui restent, c'est des trucs qui te marquent. Et en fait, au bout d'un moment, tu commences à en avoir marre parce qu'on va en rigoler une fois, on va en rigoler deux fois. Mais quand ça devient répétitif,
ça agit sur ton mental. Et ça encore, ça faisait que, enfin, moi j'étais un enfant, j'adorais bouger, j'adorais danser, j'adorais être expressif, j'adorais tout le temps être la petite tornade et tout dans le coin. Mais à cause de ces comportements, à cause de ces moqueries, j'étais obligé de mettre mon coin en fait. Je ne dansais plus. Je ne chantais plus, je ne parlais plus fort, je ne m'exprimais plus parce que à chaque fois que j'allais ouvrir ma bouche, on allait parler. Et ça encore, c'est ce dont je me rappelle quand j'avais 7-8 ans, genre quand j'étais avec mes petits cousins en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est que les moqueries que je subissais dans la famille. Et en fait, c'est même plus grave parce que je pense que généralement, quand tu es en train de jouer avec tes amis à l'extérieur, quand tu es en train de jouer avec les enfants que tu ne connais pas, que tu vois peut-être pendant 1 heure, et quand tu rentres à la maison, ta maison est censée être une safe place. Du coup, tu ne peux pas entrer dans ta safe place, entrer dans ta famille et être encore attaqué, être encore moqué à cause de la personne que tu es. Et ça, pour le coup, ça me faisait vraiment me sentir mal. Donc, j'étais à la maison avec mes cousins, mes cousines, et enfin, franchement, j'étais vraiment pas à l'aise. Et dans ce genre de situation là, les cousines sont un peu plus, comment dire, elles sont un peu plus sensibles, donc elles vont plus t'accueillir que les cousins. Donc quand je restais encore plus avec les cousins trouvaient toujours des moyens de me pointer du doigt pour me rappeler que frère, tu n'es pas comme nous, tu ne te comprends pas comme un garçon, machin et tout. Enfin, bref, c'est des comportements comme ça qui faisaient que j'étais vraiment un enfant qui restait dans son coin. Et jusqu'à présent, jusqu'à présent, ça me poursuit toujours, mais bon, heureusement que je me suis un peu plus ouvert et enfin, les choses sont un peu différentes. À bon entendeur, le cul. Ensuite est venu le temps où j'ai commencé à aller à l'école, et ça, je pense que c'est à partir du primaire que ça a vraiment commencé à s'accentuer. Alors, quand je suis rentré, bah, là j'avais déjà changé de pays, j'étais déjà au Gabon. Quand je suis rentré en, je pense, CM1 ou CM2, je sais plus trop. Le fait que je parlais différemment parce que en Côte d'Ivoire on parle très vite, au Gabon on parle assez lentement, assez posément, ça jouait sur ma manière de m'exprimer. Le fait que je préférais rester avec les filles parce que c'était plus une safe place que rester avec des garçons, ça jouait aussi sur comment est-ce que les autres me voyaient. Le fait que, enfin, j'étais pas quelqu'un qui m'exprimait beaucoup, ça jouait aussi sur comment est-ce que les personnes me voyait. Donc ça faisait tout le temps que les moqueries recommençaient. Quand tu parles, on te dit ah pourquoi tu parles comme ça, tu t'exprimes avec l'accent ivoirien, en plus tu t'exprimes comme une fille, en plus tu bouges comme ci, tu bouges comme ça. Donc dans ma nouvelle école, c'était pas, je pense pas que je réalisais que c'était du harcèlement, parce que sur le coup je le vivais comme étant un comportement normal, parce que comme j'ai dit, là où j'étais justement dans la première partie où je racontais que j'étais avec mes cousins et mes cousines, c'était chez ma tante avant de venir vivre avec ma mère. Donc chez ma tante avec mes cousins et mes cousines, pour moi c'était un comportement normal parce que c'était le comportement répétitif que j'avais avec eux. Donc le fait qu'ils se comportaient comme ça avec moi à l'école, pour moi c'était juste une suite en fait. Du coup je les laissais tout le temps faire, et ça a encore marqué le fait que bah, je me retroussais sur moi et que je ne m'ouvrais pas. Donc à partir de là, j'ai commencé à développer un mécanisme de défense qui était de devenir plus méchant qu'eux. Ici, laissez mon nom d'être. On dit que, il paraît que, chante-tout. Laissez mon nom d'être. Je me suis dit bon, est-ce que je vais être la victime tout le temps? Non. Est-ce que tout le temps on va parler sur moi? Non. Est-ce que tout le temps Cédric va être là, se plaindre qu'on lui a fait ci, on lui a fait ça? Parce que quand on me faisait ça et tout, moi je me défendais pas, je venais juste raconter à ma mère, et ma mère elle était là oui. Et ma mère elle était là oui, mais c'est parce que je te comporte comme une fille qu'ils font ça, c'est parce que tu fais ceci qu'ils font ça, donc il faut changer, il faut changer. Ma soeur, pardon, ne fais pas que je tombe sur toi là le matin-ci. Ne fais pas que je tombe sur toi le matin-ci. Bref, cet épisode où ma mère n'était pas très compréhensive, on va en revenir plus tard, mais pour le coup c'est les réponses que j'avais. Du coup ma seule défense, vu que personne ne voulait prendre ma défense, c'était de devenir plus méchant que les personnes qui m'attaquaient. C'est là que j'ai commencé à devenir une personne un peu plus agressive, toujours sur la défense et prête à attaquer. Je suis pédé, c'est comme ça. Je ne discute rien avec quelqu'un. D'accord, ma chérie? À bon entendeur, le cul. Au collège, justement, on est dans la préadolescence, et c'est là que tes goûts commencent à un peu se développer. C'est-à-dire que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à aimer des trucs un peu plus girly, tu vois. Au lieu d'aimer des trucs un peu masculins comme tous les garçons de mon âge, au lieu de regarder les Ben 10, les Spider-Man, je sais pas quoi, moi je regardais Barbie. Gay.
Je regardais les Wings, Gay. les Totally Spice. Gay. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Gay. Oh, t'es beau, t'es gay. Donc, quand tu as ce genre de choses, ce genre de background, ce genre d'appétence pour des trucs qui ne sont pas destinés à ton genre, entre parenthèses, voilà, tu es encore amené à subir encore plus de harcèlement, subir encore plus d'attaques par rapport à tes goûts, par rapport à ta personnalité. Et surtout que c'est à partir de 6e, 5e et tout que les gens commençaient à s'intéresser un peu à ta sexualité, s'intéresser à est-ce que toi tu aimes les filles, est-ce que toi tu aimes les garçons. Donc là, je me suis dit que Cédric, si tu n'es pas encore plus méchant que comment tu étais au primaire, les gens vont t'attaquer. Du coup, je me suis dit que non. C'est vraiment à cette classe-là qu'il faut que je commence à attaquer tout le monde. En plus, j'étais vraiment dans le stéréotype parce que j'étais tellement fan d'Hannah Montana que je pleurais. Je me rappelle, j'ai pleuré pourquoi on m'achète des trucs Hannah Montana. Des cahiers Hannah Montana, des trousses Hannah Montana, des sacs Hannah Montana. Quand ma mère refusait de me le payer et tout, je pleurais. Et du coup, pour que j'arrête de céder au caprice. Donc, j'ai eu ce genre de choses. Donc, imaginez, déjà, tu es efféminé. Tu parles comme une fille, comme tout le monde te dit. Tu marches comme une fille, tu t'exprimes comme une fille. En plus, tu viens avec un truc Hannah Montana au dos. Non. Non. Oh, non. En plus de ça, quand on regarde ton visage, on ne sait pas si tu es une fille ou un garçon. Faut savoir que tu vas souffrir. Donc, dans ma tête, je me suis dit que c'est foutu. Donc, quand je vais rentrer en 6e là, ils vont souffrir plus que moi. Dès mes premiers jours en collège, dès mes premiers jours en 6e, les gens ont commencé déjà à me poser des questions parce que je venais d'arriver. Et en fait, c'était tellement gratuit parce que dans l'école où j'étais, c'était une école privée où les filles portent des jupes et les garçons portent des pantalons. Quelqu'un va me voir arriver en pantalon et on sait très bien c'est quoi la règle de l'école. Les filles en jupe et les règles et les garçons en pantalon. Mais tu vas quand même venir me demander d'arrêter devant moi. Cédric, bonjour, est-ce que tu es une fille ou bien un garçon? Cul de ton père, le cul de tes aïeux et de toute ta famille. Si tu me provoques pas ça là, c'est quoi? Vous connaissez la réponse, mais vous voulez juste que ça sorte de ma bouche. C'est comme ça va rester dans l'eau. On est dans une école où les filles portent les jupes, les garçons portent les garçons portent les pantalons. Tu me vois en pantalon et puis tu viens me demander bonjour Cédric, du coup on sait pas trop, on sait pas trop tu es quoi, on voulait te demander tu es une fille ou bien tu es un garçon. Bande d'idiotes. Hypocrite. Salope. Je sais pas qu'il y a de méchant, je suis pas méchant, mais quand tu me cherches tu me trouves. C'est comme ça qu'ils me trouvaient aussi. Donc je servais les réponses pour leur donner, je les insultais de ouf. Je les insultais de malade parce que je pouvais pas me laisser faire. Ce que j'avais subi avec mes cousins, mes cousines quand j'étais plus petit, ce que j'avais subi au primaire dans les classes antécédentes, je voulais pas les subir encore à nouveau. Donc j'étais obligé d'être plus méchant qu'eux. Donc là, quand j'ai commencé à leur montrer un peu ma personnalité méchante, ils se sont calmés. Ciao. Ça appelait plus devant moi. Et moi, ce qui est bien, c'est que tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Tu peux être méchant si tu veux, mais devant moi, faut éviter. Tu peux faire ça derrière moi, ça ne me dérange pas. Tant que je ne suis pas au courant, c'est pas mon problème. Mais là, pour le coup, je savais que à l'école, j'avais juste à être plus méchant que les autres qui venaient m'embêter et ça allait. Mais à la maison, c'était encore plus de remarques parce que à cette époque, j'habitais que avec ma mère. Et comment vous dire, ma mère, en fait, elle n'est pas méchante, ok? Mais c'est une femme noire. Une femme africaine qui a vécu en ayant une éducation africaine, une éducation chrétienne, une éducation où quand une personne est différente de ton entourage, est différente des personnes que tu vois au quotidien, est différente de ce que la société appelle normal, cette personne, faut la traiter un peu, faut la recadrer pour qu'elle rentre dans la norme. Du coup, avec ma mère, c'était tout le temps ça. Je me rappelle que les fois où vraiment je me sentais libre, je me sentais vraiment apte à m'exprimer, c'était quand elle n'était pas à la maison. Parce qu'en fait, ma mère, elle travaillait beaucoup. Du coup, elle n'était pas très souvent à la maison. Donc, si je voulais par exemple regarder des trucs que j'aimais comme Hannah Montana, les Totally Spice, des choses comme ça et tout, je devais attendre que ma mère ne soit pas à la maison parce que si elle me voyait en train de regarder ça, elle allait me faire des remarques. Ce qui faisait que je me sentais aimé. Je vais pas vous dire que ma mère ne m'aime pas parce que je me suis senti aimé durant toute mon enfance. Mais je sentais quand même que si j'étais une autre personne avec une autre personnalité, j'allais encore recevoir un peu plus d'amour. Du coup, ça faisait qu'à chaque fois que
on était ensemble et tout. J'essayais un peu d'être la personne la plus virile possible. Même si je ne réussissais pas, au moins j'essayais. Je me rappelle une fois, je voulais une poupée. J'adorais les poupées. Genre vraiment, j'aimais trop les poupées. Mais j'en ai jamais eu volontairement de la part de ma mère. Ma mère m'a toujours acheté des jeux d'arcade, des Lego, des livres, des trucs comme ça et tout. Mais elle m'a jamais acheté les poupées parce qu'en fait, moi, j'étais censé être le mec qui joue avec des ballons, quoi. Je me rappelle qu'une fois, on partait rendre visite à ma cousine et je voulais tellement la poupée que j'avais vue à la gare que j'ai dit à ma mère d'acheter la poupée et que j'allais offrir ça à ma cousine quand on allait arriver. Sauf que dans ma tête, j'avais prévu de garder ça pour moi. Quel comédien! Mais quand elle a acheté la poupée, je l'ai gardée et quand on est arrivé chez ma cousine, j'ai refusé de lui donner. Et en fait, quand on me prenait la poupée des mains, je pleurais. Quand la vie ne me donne pas une chose, je la prends moi-même. Parce qu'en fait, de base, moi, je la voulais pour moi, mais je ne pouvais pas dire volontairement que je voulais une poupée parce que je savais que ça allait m'enchaîner. Donc, c'était un peu des stratagèmes comme ça à chaque fois. Je devais un peu user de certaines ruses par rapport aux situations pour obtenir des choses que je n'étais pas censé demander à cet âge-là parce qu'en fait, voilà quoi, tu es un garçon, tu ne dois pas avoir ceci, tu dois avoir cela. Donc, vous voyez un peu l'exemple. Une autre histoire un peu similaire à celle-là, c'est que une fois, j'étais vraiment un artiste. Hein. Non, vraiment, j'étais un artiste. Parce que j'avais vu un ballon de... Je sais plus si c'était un ballon de basket ou bien un ballon de foot. En tout cas, c'était, vous voyez les ballons légers là qui coûtent pas très cher, les ballons légers, pas trop durs et tout là. Enfin, j'avais vu ça et puis je me suis dit, ah, et si je prenais ça pour fabriquer des vêtements avec. Du coup, j'ai supplié à ce qu'on m'achète ce ballon. Et quand on est arrivé à la maison, j'ai pris une aiguille, j'ai pris une paire de ciseaux, j'ai percé le ballon, j'ai commencé à déchirer des vêtements. J'ai commencé à faire des patrons, vous voyez les patrons de vêtements, j'ai commencé à faire ça sur le ballon. Et du coup, quand on m'a vu en train de faire ça, devinez quoi? Tu dois payer, tu paieras cher. On m'a frappé. Imbécile. Je me rappelle que on m'a tabassé, mais vraiment, je sais pas si on m'a tabassé parce que j'ai déchiré le ballon ou bien si on m'a tabassé parce que je n'ai pas joué avec le ballon. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai déchiré le ballon pour faire des vêtements ou bien c'est parce que j'ai pas pris le ballon pour jouer comme j'étais censé jouer avec. Du coup, jusqu'à présent, je sais toujours pas, mais ce que je sais, c'est qu'on m'a frappé parce que je n'ai pas, voilà. Mais ça a toujours été un peu des petits comportements comme ça. Après, comme j'ai dit dans mes précédentes story time, j'étais pas un enfant qu'on frappait beaucoup. Les seules fois où on m'a tapé, c'était du coup cette fois-là. Et la fois où je devais étudier pour le truc de maths. Et la troisième fois, c'était parce que j'avais perdu ma paire de lunettes. Donc voilà, 3 fois. Mais du coup, ouais. Donc c'était un peu ça. Mon petit côté artiste, je devais le calmer. Donc quand ma mère elle voyait ça, Cédric, faut arrêter. Il faut arrêter. Troisième petite anecdote aussi qui se rapporte à l'histoire. Franchement, en fait, plus je raconte, plus ces anecdotes viennent dans ma tête. Quand j'étais en 6e, on faisait cours d'art ménager. Les cours d'art ménager, c'est un peu des cours de couture où on vous apprend à comment on appelle ça? À tricoter, on vous apprend à coudre, à dessiner des patrons, à faire, bref, on nous apprenait à faire plein de choses comme ça. Et c'était obligatoire, du coup tu ne choisissais pas. Si on devait choisir qui devait s'inscrire dans ce cours, ma mère n'allait pas m'inscrire. Du coup, vu que c'était forcé, j'étais obligé de le faire. Mais comme j'ai dit, mon côté artistique est beaucoup développé. Ce qui fait que quand j'ai commencé à faire ce cours, dès les premiers, deuxièmes cours, je savais déjà tricoter. Je savais déjà coudre, je savais déjà faire beaucoup de choses avec mes doigts. Du coup, ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit, Cédric, tu arrêtes. Et je vous jure que j'ai tricoté pendant, je pense, 2 semaines, mais jusqu'à présent, je sais toujours le faire parce qu'en fait, c'est un truc que j'avais déjà en moi, il fallait juste que je développe. Et en fait, je trouve ça dommage parce que avoir cette mentalité-là, ça stoppe beaucoup de créatifs en Afrique, beaucoup de créatifs dans le milieu noir parce que tu es tout le temps jugé. On va tout le temps te dire, oui mais pourquoi tu fais ça alors que tu es un garçon, oui mais pourquoi tu fais ça alors que tu es une fille, oui mais pourquoi, genre on te pointe toujours du doigt pour des trucs qui sont innés, des trucs que tu as, des dons que tu as. Et vu que la bouche des gens est sur toi, enfin tu es stoppé, tu es ralenti. Et ça, je trouve ça super dommage. Peut-être que j'aurais été Olivier Rousteing, bon j'abuse un peu, mais peut-être que j'aurais été loin dans le milieu artistique, loin dans la couture, si j'avais continué mes cours de couture. Genre je sais pas en fait, je sais pas. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui a vraiment un don pour tout ce qui est mode et tout, à qui on a empêché de faire ça. Vraiment c'est dommage hein.
Moi je trouve ça super dommage. Et du coup bah vu que ma mère ne voulait plus que je fasse les cours de couture, j'ai arrêté de faire les cours de couture. J'espère que vous arrivez à suivre l'histoire, parce qu'en fait la story time n'est pas genre comme d'habitude où genre l'histoire commence là et puis elle se termine là. Là pour le coup c'est plusieurs souvenirs qui viennent et j'essaie de condenser le tout. De toute façon au montage je vais essayer d'arranger pour que vous ayez un peu le contexte. Mais bref, quand même je ne devais pas trop m'exprimer, parce que quand je m'exprimais trop, c'était un côté féminin, un côté qui était tout le temps moqué, qui était tout le temps pointé du doigt, que je devais cacher en fait. Donc enfin je devais être calme, je devais être timide, je devais être restreint pour pas que tout le monde te regarde, pour pas que tout le monde te demande si tu es gay, pour pas que tout le monde te demande pourquoi est-ce que ta mère te laisse agir comme ça. Donc enfin c'était pas très sain. Vraiment je ne conseille à personne de faire vivre ça à son enfant, parce que moi à cette époque là j'étais vraiment pas dans une safe place où je me sentais super épanoui et tout. Mais du coup bref, pour revenir à cela, à la maison j'avais toujours plein de remarques, vraiment tout le temps plein de remarques, et c'était devenu un peu fatigant de tout le temps entendre ça, et ça faisait que je me suis encore renfermé encore plus sur moi. Donc j'évitais juste qu'on me dise Cédric tu te comportes comme une fille, Cédric tu te comportes machin, arrête de faire ceci, arrête de faire cela, au point où je détestais les personnes qui étaient efféminées. Genre quand je voyais un garçon efféminé, j'avais peur qu'on me compare à lui, donc je ne supportais pas de les voir. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais en 3e, 4e, en tout cas à cette époque là, fin époque d'adolescence et tout, il y avait un garçon efféminé dans l'école que je ne supportais pas de voir, parce qu'en fait à chaque fois qu'on le voyait, on pensait à moi, et à chaque fois que moi je le voyais, je pensais à moi, et je pensais à toute la haine que je recevais, je pensais à tous les regards qu'on mettait sur moi, et du coup tout ce qu'on me transmettait comme mauvaise énergie, je lui transmettais ça, alors que lui il m'a rien fait, juste il vivait sa vie tranquillement et tout, et il ne me demandait rien, mais je vous jure, je ne supportais pas de le voir. Pourtant, c'était une personne super gentille. Vraiment, plus tard, on a commencé à parler et tout. Enfin, je pense quand on était en première ou terminale, on a commencé à parler. Mais les classes auparavant, enfin, vu que dans ma tête, on me disait Cédric, tu dois arrêter de te comporter comme ça, tu ne dois pas apprécier être comme ci, être comme ça. Ça faisait que quand je voyais une personne qui était comme on m'interdisait d'être, ça m'énervait, genre vraiment ça m'énervait. C'est un peu le comportement que les gays refoulés ont quand ils voient des personnes qui ne sont pas dans le placard. C'est-à-dire quoi? Le fait qu'on t'empêche d'être une personne que tu as envie d'être, quand tu vois la personne à l'extérieur être aussi épanouie, être aussi heureuse, être aussi libre de vivre la vie que toi tu as envie de vivre, alors qu'on te l'interdit, ça te met dans le mal. Ce qui fait que souvent je comprends un peu les personnes qui sont refoulées, qui déversent leur haine sur des personnes qui ne sont pas refoulées, vous voyez. Donc c'était un peu ce genre de comportement là. Même heureusement Calme-toi chérie, s'il te plaît, calme-toi. Je ne suis jamais arrivé au stade de ce genre de personnes, mais pour le coup c'était un peu similaire en fait. Ça faisait que le pauvre, je le détestais. C'est justement quand j'ai pris conscience que ce n'était pas normal de se comporter comme ça avec des gens qui ne t'ont rien fait. Ce n'était pas normal de juste remettre la haine que tu recevais des gens sur des personnes qui ne t'ont rien demandé, que j'ai restreint mes rapports avec ma famille. Je parle avec tout le monde dans ma famille, on s'entend super bien, mais je ne supporte pas en fait le fait que ce soit tout le temps des moqueries, ce soit tout le temps des mauvais regards, ce soit tout le temps des jugements, tout le temps des questions intrusives, tout le temps des questions où ça ne les regarde pas en fait, que ce soit tout le temps ce comportement là que tu dois accepter. C'est pas tolérable en fait. À la fin de la journée, tu dois rendre compte que c'est pas tolérable. Et moi, j'ai pas envie d'être une personne méchante. J'ai pas envie de ressembler à ce genre de personne à qui tu ne peux pas te confier, à qui tu sais que quand elle va parler, c'est pour te juger, à qui dès que tu vas adresser la parole, tu ne te sentiras pas à l'aise. Dès qu'elle va ouvrir la bouche et tout, tu vas te sentir agressé. Tout. J'ai pas envie d'être ce genre de personne. Du coup, j'ai préféré pas ne plus leur parler, mais juste leur dire l'essentiel. Bonjour, je vais bien. On s'arrête là. Bonjour, oui, j'ai fait ça aujourd'hui. Demain, je vais faire ça. Ok, c'est fini. Et c'est ce genre de rapport que j'ai gardé aussi avec ma mère. C'est-à-dire que je ne la déteste pas. Je l'aime, d'accord? Elle aussi, elle m'aime. Mais la connaissant,
voyons comment est-ce que j'ai subi beaucoup de choses, voyons, je sais pas si on me voit bien, ah ça me saoule, voyons comment est-ce que beaucoup d'événements se sont passés, parce que là encore je survole tout ce qui s'est passé, et je fais bien de le faire parce que on est sur internet, je vais pas raconter tout ce qui s'est passé, la pauvre. Enfin, je vais pas la out comme ça devant des milliers de personnes qui regardent la vidéo, elle n'a rien demandé. Mais c'est un peu pour dire que, quand une personne se comporte comme ça, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, quand tu te rends compte que c'est négatif, il faut t'en éloigner. Il faut t'en éloigner. Et moi, en fait, j'ai préféré mettre une barrière par rapport à ça. Comme ça, au moins, je sais que je ne serai pas une mauvaise personne selon moi. Attention, je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes, mais ce que moi, je considère comme des comportements à ne pas avoir, je n'ai pas envie de les avoir parce que justement j'ai ce genre de personnes dans mon entourage. Donc c'est un peu pour ça que j'ai mis des distances par rapport à plusieurs membres de ma famille et moi. Comme ça au moins ils vivent leur vie. Voilà. Ils ont le droit d'être homophobes chez eux. Ils ont le droit de détester des personnes efféminées chez eux. Ils ont le droit d'avoir des arguments négatifs sur des personnes qui ne ressemblent pas à la norme entre guillemets chez eux. Mais une fois que ça me concerne, une fois que c'est devant moi, il n'y a pas ça. Ce que j'aimerais être, c'est une personne ouverte d'esprit, qui accepte la différence, qui accepte qu'on est sur la terre, on ne peut pas tous se ressembler. Pierre ne peut pas ressembler à Jacques, Jacques ne peut pas ressembler à machin. Et puis tout le monde est là, tout le monde est tranquille en fait. On est dans un monde où chacun est différent et c'est une très belle chose. Donc voilà un peu. Du coup voilà, c'était un peu ça mon expérience en tant que personne noire, efféminée, enfant, adolescente. Si j'ai des détails qui me reviennent à la tête, je le mettrai pendant le montage. Mais là pour le coup je pense que ça va tout raconter. Je pense que je ferai la partie 2 où je raconterai du coup mon parcours un peu dans le milieu LGBT. Quand justement j'ai commencé à être une personne adulte et les réalités auxquelles j'ai été confronté. Mais du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Ok, on se retrouve très bientôt. Je vais pas dire demain parce que je sais pas si je vais poster demain. On se retrouve très bientôt si tout va bien chez moi. J'espère que la vidéo a quand même servi à une personne et que une personne dedans va au moins avoir l'esprit ouvert. Voilà. Et voilà, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et ciao ciao. Mwah. No balls.